Bonjour à tous, dans cet épisode je vous parle de mon expérience sur la Bikingman Alpes-Maritimes. Un bref résumé de ma préparation pour cette épreuve, puis je vous raconterai chaque jour de celle-ci un peu plus en détail. Bonne écoute. Premier chapitre, l'avant. Octobre 2023. En discutant avec Sergio du championnat Bikingman, je lui dis que l'organisation était sympa, que les courses passent souvent dans des endroits difficiles mais somptueux. Novembre 2023. Aujourd'hui, Sergio m'informe qu'il est inscrit sur la Bikingman Alpes-Maritimes qui aura lieu fin juin 2024. Il me demande si je souhaite m'inscrire. Dans la foulée, j'envoie un mail à notre boss pour lui demander des congés pour participer à cette épreuve. Décembre 2023. Congé accepté, je m'inscris à mon tour à la Bikingman. La préparation peut donc commencer. Du 31 mars au 1er avril 2024. Dans notre préparation avec Sergio et accompagné de Mathieu sur la première partie, nous faisons le Tour de la Loire initialement prévu pour 500 km. Le tour se transforme en 450, la météo et la blessure de Mathieu escamoteront les monts du Forêt de notre parcours. 22 mai 2024. Je me lance le défi de réaliser une Galérien du Ventoux en moins de 12 heures. Il s'agit d'effectuer 4 fois l'ascension du Géant de Provence par tous ses côtés. 180 km et 6000 mètres de dénivelé positif. La première en gravel par les pistes forestières depuis Bédouin, puis les 3 par la route via Bédouin, Malocène et Sceaux. 24 mai 2024. J'effectue une sortie longue de 250 km et 5000 mètres de dénivelé positif sur les traces de René Domingo, immense joueur de l'AS Saint-Etienne. L'idée est de lier mes deux passions, mon club et le vélo. Il s'agit de ma dernière sortie longue avant la Bikingman Alpes-Maritimes. 12 juin 2024. Je tousse beaucoup. J'ai de la fièvre. J'éternue, je suis pas bien, nous sommes à 11 jours de la course. Nino a la scarlatine, je pense être à mon tour contaminé par cette maladie. Mes 2 tests Covid me mettront sur une autre piste. Je suis dégoûté d'avoir le Covid alors que ma préparation semble se dérouler parfaitement. Celui-ci aura son importance pendant toute la compétition, j'ai le sentiment d'avoir le souffle court et particulièrement les 2 premiers jours. 18 juin 2024, à 5 jours de l'échéance. Dernier appel, réglage des sacoches, test matériel, choix du matériel. Il y a quelques jours, Sergio m'a fait part de sa volonté de changer son pédalier pour pouvoir être plus souple en montée au vu de la verticalité de l'épreuve. Je trouve son idée pertinente, je fais le même choix. Je serai donc sur un braquet 48-31 à l'avant et 34-11 à l'arrière. Par la suite, je constaterai que c'était une superbe idée, mes jambes en sont ravies, merci Sergio. 22 juin 2024, J-1. Nous partons au petit matin de Sainté pour rejoindre la ligne de départ de l'épreuve à Valberg dans les Alpes-Maritimes. Arrivé en milieu d'après-midi, nous allons tout de suite dans la salle polyvalente où nous avons rendez-vous pour le contrôle de notre matériel obligatoire à emporter sur l'épreuve et pour récupérer nos dossards. Les numéros de dossards commencent par 300 et 400 et j'ai eu l'un des meilleurs numéros de dossards que je pouvais avoir, le 424. Je suis très superstitieux des numéros de dossards et pour le 424, j'y vois une contraction du numéro de mon département, le 42, et de la naissance de mon fils, le 24 mai. Cette remise de dossard est un moment particulier où la pression monte d'un coup. Dans ces moments-là, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Je vois les magnifiques vélos qu'ont les autres concurrents et comment ils sont affûtés par rapport à moi. Mais je sais trop bien que dans ce genre d'épreuve, c'est 60% dans la tête et 40% pour le reste. Les Race Angels se rappellent de moi et de mes participations précédentes en 2021. Pourtant, plus d'une vingtaine d'épreuves ont eu lieu depuis. Ça me touche. Certains d'entre eux portent la SS dans leur cœur, tout comme moi. On se remémore cette montée spectaculaire et son dernier match contre le FC Metz. Deuxième chapitre. Premier jour, top départ. 23 juin, c'est le jour J. 7h du matin, dans 5 heures, c'est le départ. Je suis pas bien du tout ce matin, j'ai eu la formidable idée de dormir dans une tente à 1700 mètres d'altitude. Autant vous dire que j'ai dormi que 2 petites heures, après j'ai eu très froid, malgré un bon duvet et une couverture supplémentaire prêtée par Sergio. 10 heures. Nous avons le briefing de course dans la salle polyvalente, tout le monde est prêt. Les plus stressés cherchent à être rassurés, certains parlent tellement qu'ils peuvent même te refiler leur stress. 12 heures, c'est le départ. Un sas de 10 coureurs part toutes les 2 minutes. Avec Sergio, nous partons dans l'un des derniers sas. Le départ est en descente, je préviens Sergio que je m'arrêterai au pied pour enlever des couches. Dans la descente, nous dépassons déjà plusieurs coureurs qui ont des crevaisons. Je n'aurais jamais vu autant de crevaisons que dans cette épreuve. Des dizaines. Sergio souhaitait qu'on fasse un départ prudent. Comme je suis malade, ça me convient parfaitement. Mon seul objectif, c'est de finir l'épreuve dans le temps imparti des 120 heures. On démarre donc vraiment en dedans pour moi. Dans la première montée, un Race Angels me demande ce que je fous là. Je devrais être plus loin.
Après coup, et même si je ne le saurais jamais, je pense pas que c'était une mauvaise stratégie. Sur les 2 derniers jours, je vais reprendre énormément de coureurs qui sont partis trop fort. Ce premier col de la Cayolle, 20,5 km à 6,3% est magnifique. Un régal, l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de faire. Les cascades à ma gauche, une roche spectaculairement noire à ma droite, des prés garnis de fleurs d'été devant moi. On bascule. J'ai un mal de crâne qui disparaîtra après 80 km. Ensuite, nous enchaînons les montées sèches comme le col du Pontis. 5,2 km à 9,7%. Jusqu'au CP1 à Briançon. Avant l'arrivée au CP1, les premières gouttes de pluie apparaissent. Nous voilà arrivés au CP1 en début de nuit. On se restaure, macaroni sauce tomate, banane. On recharge les bidons, etc. Dehors il pleut des cordes, on s'équipe par conséquent. On allume nos éclairages pour faire 35 km de plus vers la ville italienne de Bardonecchia, où nous avons prévu de dormir. 35 km qui sont relativement faciles mais irréguliers. Il faut passer le col de l'échelle, 21 km à 3%, dont les 2 derniers à 8. Nous voilà à Bardonecchia à 2h30 du matin. Nous pouvons enfin nous poser, je propose à Sergio qu'on prenne beaucoup de temps cette nuit pour se reposer. 3e chapitre, 2e jour, jour noir. Il est 9h passées, je jette un coup d'œil sur les montagnes encore enneigées que je ne pouvais pas voir pendant la nuit. Que c'est beau. La pluie s'est arrêtée, mais j'ai pu voir sur mon application que normalement nous devrions déguster de gros orages tout au long de la journée. On démarre fort, je manque clairement de ravitaillement. Je demande à Sergio qu'on s'arrête dès que possible pour ravitailler. On trouve un café qui vend des croissants. Pour Sergio, un cappuccino et un croissant. Pour moi, 2 croissants fourrés de confiture et un expresso. Nous repartons. On sait que la prochaine ascension est l'un des épouvantails de l'épreuve. Le col de Finestre, 18,1 km à 9,1%, dont les 7 derniers kilomètres en gravel. C'est parti, une galère. Dès le premier kilomètre, il se met à pleuvoir. Rapidement, Sergio me dit de suivre mon rythme et de ne l'attendre qu'au sommet. La première partie asphaltée, je la passe sur la plus petite vitesse de ma transmission. Je rentre dans la partie gravel, je fais 1 km dans celle-ci et je me décide à marcher. Je me dis que ça laissera le temps à Sergio de me reprendre. Je vais monter jusqu'au sommet à pied et quelques minutes plus tard, je vois Sergio qui arrive. Son visage semble terriblement fatigué. Je lui lâche un « C'est un sacré chantier, hein ?» Il me répond par « J'arrête, j'en peux plus, j'ai plus rien ». L'annonce est brutale. Je décide de ne pas répondre. Je me dis qu'il va certainement changer d'avis dans la descente et qu'on en parlera dès qu'on trouvera un boui-boui pour se ravitailler. On s'arrête dans un restaurant au pied du col. Il est déjà tard. Il ne reste plus grand-chose. On prend des pâtes au gorgonzola et de la viande crue. Tout ce que je n'aurais jamais mangé en temps normal. Mais dans ces cas-là, on prend ce qu'il y a. Sergio me confirme qu'il va bâcher. Il suivra sa route pour rentrer à Valberg hors course. Il n'en peut plus. On convient de repartir pour une dizaine de kilomètres ensemble avant que nos routes se séparent et de se retrouver dans la nuit pour partager un B&B au pied du col de la Lombarde. On repart et nous voilà au pied du col de Vassera, là où nos routes se séparent. On se fait une accolade, Sergio me souhaite bonne chance et me demande d'être prudent. J'attaque Vassera le cœur lourd, mais je ne réalise pas encore. J'essaye d'être concentré sur mon effort. Vassera est encore un épouvantail de cette épreuve, une montée raide asphaltée qui se transforme en chemin sur la fin du col. C'est véritablement difficile. Je bascule sous des trompes d'eau et du froid. Je n'imagine pas que pendant 24 heures, je ne vais pratiquement connaître que ça. La descente est technique, j'accuse le coup. J'ai le moral dans les chaussettes, les conditions climatiques n'arrangeant rien. Mes mains se crispent au point que freiner devient une galère. J'ai hâte que la descente se termine. Au pied, je m'arrête dans une cafétéria pour reprendre un ravitaillement et repartir pour quelques heures. Me voilà dans une longue plaine italienne. Je commence à regretter l'école. La météo est exécrable. Je m'arrête une première fois dans une station-service pour prendre de l'eau gazeuse. Le tenancier m'offrira 2 bouteilles d'eau gazeuse, j'apprécie le geste. Je repars pour quelques heures encore dans cette plaine. Avant la nuit, je m'arrête au Lidl de Salus pour blinder mes sacoches, pour plonger dans l'obscurité et ne manquer de rien. 2 parts de pizza, un coca, du pain, des biscuits, 4,20 €. Dans ces cas-là, la France ne me manque pas. C'est reparti pour la nuit. Je ne croise plus aucune voiture. Mais en passant vers des habitations, je vois énormément de tubes cathodiques allumés. Je viens de comprendre, l'Italie joue en Coupe d'Europe ce soir et c'est pourquoi il n'y a pas un chat dehors. Vers minuit, j'entame ma dernière ascension de la journée en direction de la Madonna del Coleto, entre forte pluie et brouillard. Je bascule, plus que 15 km pour rejoindre Sergio qui pionce dans notre Airbnb à Eison. Je le réveillerai à 2h30 du matin pour qu'il m'ouvre. Il me propose plein de trucs à manger. 4e chapitre, 3e jour, du sang et de la pluie. 8h, le réveil sonne. Le temps de tout remballer, déjeuner, graisser la chaîne et on repart à 9h15.
3 ou 4 km côte à côte avec Sergio à s'échauffer, et voilà le pied du col de la Lombarde. 21,3 km à 7% avec un replat au milieu. On se salue, à dans 3 jours mon ami. La Lombarde, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. La route est de toutes parts débordée par des ruisseaux qui empiètent sur la chaussée. Les pentes sont raides, de nombreux kilomètres sont à 9%. À mi-pente, mon nez se met à saigner à grandes eaux lui aussi. Pour me rassurer, je me dis que c'est certainement l'altitude, mais je ne peux m'empêcher d'interpréter que mon corps m'envoie des signaux d'alerte. Je décide de marcher un peu pour reprendre mes esprits et en profite pour me ravitailler en biscuits secs italiens. Un participant qui me reprend à ce moment-là me dit qu'il lui est arrivé la même mésaventure. Je reconnais que cela me rassure un peu. Je laisse mon camarade et me voilà au sommet, 2350 mètres d'altitude. Je suis frigorifié, j'enfile tout ce que j'ai dans mes sacoches. J'ai peur du froid que je vais devoir affronter dans la descente. Mais étrangement, quelques kilomètres plus loin, vers Isola 2000, la pluie s'arrête. Je croise même Pauline Ferrand-Prévot et Dylan Van Barle qui s'entraînent. Je prolonge ma descente jusqu'à Saint-Sauveur de Tinée où je m'arrête pour me restaurer. La tenancière d'un restaurant m'envoie balader. À 13h30, on ne sert plus. Tant pis, je m'apprête à repartir quand elle a dû prendre pitié pour moi. Vous êtes seul ? Allez, c'est bon pour cette fois, asseyez-vous là. Le hasard fait bizarrement les choses. C'est encore pâte au gorgonzola que j'enfile comme un gougnafier qui n'aurait pas mangé depuis 4 jours. J'en profite pour regarder le tracker et voir où Sergio se situe. Je voulais le prévenir de bien se ravitailler à Isola, mais je constate qu'il est 16 km devant moi. Comment est-ce possible ? Je retrouverai Sergio au CP2 à Valberg qui m'apprendra qu'il était tellement cuit qu'il est remonté en voiture. En me doublant, il a décidé de ne pas m'interpeller pour ne pas me perturber. Je reprends ma route après ce repas et me voilà au pied du col de la Couillole. 15,7 km à 7,5% de moyenne. C'est le dernier col avant Valberg et le CP2 qui est à peu près à mi-course. Globalement, ce col se passe bien. J'ai plutôt de bonnes jambes et je suis tellement content que la pluie se soit arrêtée. J'arrive au CP2 en fin d'après-midi. Et quelle fut ma surprise en retrouvant Sergio. On se tape dans la main, il me félicite d'être encore là. Avant de repartir, je décide de faire une sieste de 30 minutes sur les matelas. Puis je prends un plat de riz et une banane. Je vois Sergio pour la dernière fois avant la fin de l'épreuve, si tout se passe bien. On se fait une dernière accolade et c'est reparti pour moi. L'objectif est de faire encore 90 km avant de reprendre des forces et de dormir à Castellane. Ces 90 km sont sur le papier relativement faciles avec 1500 mètres de D+. Mais il y a le col de Buis, 4 km à 10,5%. Certains passages sont tellement pentus que je n'hésite pas à marcher. J'arrive à Castellane vers minuit. N'ayant plus rien à se mettre sous la dent, je décide de ne repartir qu'à 7h30 du matin de Castellane après que les boulangeries aient ouvertes. 5e chapitre, 4e jour, le début de la fin. 7h15, je suis devant la boulangerie de Castellane. C'est le jour du marché dans cette charmante bourgade. La boulangerie est prise d'assaut par les participants de la Biking Man. Nous sommes une bonne dizaine et des employés commencent à être débordés. J'enfile un flan et une pâtisserie. Je mets 2 jambons beurre dans mon sac de trail qui me serviront de ravitaillement sur la route et c'est reparti direction Les Vins et son CP3, 180 km plus loin. La journée s'annonce relativement facile avec 3500 mètres de dénivelé positif. De plus, la météo a l'air d'être plus clémente pour l'instant. Cette portion est une succession de petites montées et de petites descentes avec 2 cols plus importants d'une dizaine de kilomètres chacun. Physiquement, je suis encore pas trop mal, mais une douleur aux fesses se fait de plus en plus présente et mon nez se remet à saigner abondamment dans une côte. En fin d'après-midi, j'attaque la montée de Toudon. 8,3 km à 6,7%. Au bout de 600 mètres dans cette côte, j'entends des premiers coups de tonnerre. Puis je monte et plus ça gronde. Ça a l'air impressionnant. Je monte le col le plus rapidement possible, espérant trouver un abri. Mais rien. Juste au moment où je bascule, l'orage s'abat sur le village. J'ai juste le temps de me mettre sous une tonnelle d'une maison des jeunes ou d'une école que la pluie mélangée à de la grêle s'abat. Tout d'un coup, la foudre frappe à quelques mètres. Un habitant qui est sous une autre tonnelle, toute proche, me crie de couper mon portable si je ne veux pas mourir. Sincèrement, j'ai jamais vécu un orage d'une telle intensité. J'ai peur. L'épisode me contraint de rester là pendant plus d'1 heure. Quand ça se calme, le vieil homme m'explique que le village est souvent en proie à de violents orages. Il me montre une souche d'arbre et m'explique que c'est un arbre qu'ils ont dû abattre car touché par la foudre. Il m'explique qu'ils doivent réparer le clocher du village qui lui aussi a été atteint par la foudre. Il me donne également une très bonne information. Il me dit que quand il y a de gros orages ici, s'ensuit des chutes de pierres importantes dans la descente jusqu'à Saint-Martin-du-Var. Ce sera le cas. Je suis resté très vigilant tout au long de la descente. À Saint-Martin-du-Var, il ne reste plus que 10 km jusqu'au CP3. C'est presque 19h, j'ai besoin de me remettre de mes émotions, je décide donc de m'arrêter. J'achète une fougasse et 3 pains sportifs que je rentre tant bien que mal dans mon sac de trail et c'est reparti. Il ne reste plus qu'une montée d'une dizaine de kilomètres.
Il pleuviote encore. À ce moment-là, je ne sais pas, mais il s'agit des dernières pluies que je connaîtrais sur l'épreuve. Dans la montée, Céline m'appelle en visio. Elle me demande comment ça va. Je lui dis juste que j'ai mal aux fesses et que je viens de rencontrer un orage comme j'ai jamais vu. La couverture 4G de mon opérateur bon marché est médiocre. Notre conversation coupe sans cesse. Elle m'encourage et juste avant que ça coupe pour de bon, j'entends mon Nino qui dit « Courage papa ». Le genre de mot magique qui peut pallier toutes sortes de downs. J'arrive au CP3 vers 19h45. Je décide de ne me poser que quelques heures. Même si je ne dors pas, j'essaye de reprendre un peu de force avant le dernier Big Four. 6e chapitre, 5e jour, la fin. Minute 36. Je reçois un SMS de Sergio qui m'encourage et me demande quelle stratégie je souhaite adopter pour ces 150 derniers kilomètres et 5500 mètres de dénivelé positif. Au CP3, difficile de fermer l'œil. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Je décide donc de remballer mon bivy et partir à l'assaut des monstres qui m'attendent. 3 autres participants décident de partir à peu près en même temps. J'ai même le temps de prendre un plat de gnocchi. C'est parti. Avant d'attaquer le mythique col de Turini, nous avons 2 mises en bouche qu'on avale relativement facilement. Les douleurs de fesses sont toujours là, malgré les crèmes, nous arrivons au pied du premier de ce Big Four, le col de Turini. 24,4 km à 5% de moyenne. Hyper irrégulier, c'est une galère à monter, difficile de trouver son rythme, encore plus avec 800 km dans les pattes. Comme sur l'ensemble du parcours, on ne peut pas dire que la balayeuse a été passée pour notre passage, bien qu'elle le sera dans quelques jours pour le passage du Tour de France. L'un de mes compères d'infortune crève à 2 reprises. Au sommet, une auberge nous attend. Elle est ouverte exceptionnellement jusqu'à 10h pour nous ravitailler en petit déjeuner. Le patron est incollable, il suit la course dans ses moindres détails depuis le départ. La descente est technique et magnifique. Directement au pied, on grimpe vers Saint-Martin-en-Vésubie. Une route avec beaucoup de circulation et peu agréable. À Saint-Martin-de-Vésubie, le spectacle de désolation serre le cœur. Les maisons proches de la Vésubie sont bien souvent défoncées. On ne compte plus le nombre de pelleteuses qui recréent tant bien que mal un lit à cette rivière d'une vallée qui avait subi les affres de la tempête Alex en 2020. Après ce village, on tourne à gauche, direction la Colmiane, depuis Saint-Martin-de-Vésubie. 7,4 km à 7,05%. Il n'a rien pour s'abriter, et à 9h du matin, il fait déjà très chaud, au point que j'enlève tout ce que j'ai sur moi pour ne garder qu'une seule couche. Le col n'est pas dur, j'en profite pour écouter les infos qui me disent qu'il va faire très très chaud. Décidément, on aura tout eu. On bascule plus qu'à 3 en haut et on en profite pour se ravitailler. À partir de maintenant, c'est presque un no man's land jusqu'à la ligne d'arrivée. On attaque la descente et la fatigue se fait sentir. Je suis proche de m'endormir et la chaleur devient étouffante. Au pied, pas de répit. On remonte directement vers le col de la Cine. 14,2 km à 7,5%. Il est presque midi, c'est la fournaise. Je monte un peu plus fort que mes 2 compagnons. Ils me disent de repartir et de monter à mon rythme. On se reverra à Valberg. Il fait tellement chaud que tous les kilomètres, je suis contraint de m'arrêter 1 ou 2 minutes à l'ombre si j'en trouve. À 3 km du sommet, il y a un lavoir. Je trempe ma casquette dans l'eau fraîche pour me refroidir. Puis je décide de tremper mes pieds. Je repars, la descente du col est extrêmement technique et périlleuse. La roche et l'asphalte noir me donnent la sensation de cuir. Au pied, j'attaque la dernière ascension de cette Biking Man vers Valberg. 19,4 km à 5,5%. La première moitié est très dure et la seconde beaucoup plus facile. On suit les gorges du Sian, et il y a des tunnels. C'est une aubaine. Un moment pour se rafraîchir, je profite du dernier tunnel à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour me reposer. Je mange tout ce qu'il me reste, dont ma grosse fougasse qui traîne dans mon sac depuis la veille au soir. Au bout de moi-même, je fais une courte sieste pour récupérer un peu, 7 minutes. Le grondement des véhicules dans le tunnel m'empêche de sombrer, mais cette pause m'a requinqué. Je réalise que je touche au but de mon aventure. Je vais finir. Même si mon vélo se casse en 2, j'ai assez de temps pour pouvoir finir avec le vélo sur les épaules. Tous mes bidons sont à sec. À Beuil, j'en profite pour les remplir. Sergio m'envoie un SMS et me félicite. Je lui dis que j'arrive plus que dans 5 km. J'ai le smile. Je profite pleinement de ces dernières minutes. À l'approche de l'arrivée, j'entends les applaudissements et la cloche qui sonne. Qui tient la cloche ? C'est Sergio. Ce signe me fait énormément plaisir. C'est terminé, tout le monde est content pour moi, et Sergio en chef de file. Je suis heureux. Voilà quelques jours que l'épreuve est terminée, pour moi la plus difficile que j'ai fait en cyclisme longue distance. Mais j'adore ce type d'épreuve, où tu vis une quantité incroyable d'émotions. Il me tarde de pouvoir y regoûter.